Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie-Claude Drouin, secrétaire générale du Réseau Normalisation et Francophonie. Et c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver pour cette 6e rencontre hors normes, la dernière de notre 3e saison des rencontres hors normes. Jusqu'à présent, les 5 premières rencontres ont été un véritable succès. On a eu plus de 169 000 visionnements avec une moyenne de 33 000 visionnements pour chaque rencontre. C'est vraiment un vif succès et on vous en remercie. Et je peux déjà vous annoncer que nous aurons une 4e saison. Les rencontres hors normes, c'est quoi? En fait, c'est mon petit plaisir coupable dans la vie. C'est le moment que je prends dans une semaine pour rencontrer des invités passionnants, les découvrir, aller à leur rencontre, en apprendre davantage sur eux, mais aussi voir comment la normalisation a apporté de la valeur dans leur cursus professionnel, leur organisation ou leur entreprise. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Je tiens à remercier au passage le gouvernement du Québec qui commandite la diffusion des rencontres hors normes. Le ministère des Relations internationales du Québec est un fidèle collaborateur et je les salue au passage. Merci d'être là avec nous et de suivre le RNF. Alors, un petit mot sur le RNF. Nous sommes un important réseau qui regroupe les organismes nationaux de normalisation de 30 pays de l'espace francophone. Notre mission, faire de la normalisation un levier pour la francophonie économique. En fait, pourquoi les normes? 2 raisons. Les normes, ce sont des leviers, notamment parce que ce sont des outils d'intelligence économique. Des outils pour créer de la valeur dans les entreprises. En s'y conformant, les entreprises se donnent non seulement les clés pour accéder au marché, mais elles voient leur productivité augmenter. Ce sera d'ailleurs l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Restez à l'écoute. Le deuxième levier de la normalisation, c'est que ce sont des outils de diplomatie économique. Alors, ce qui fait la norme fait le marché. Participer à l'élaboration des normes, ça nous donne des avantages stratégiques, nous, les pays de l'espace francophone. Et comme c'est un pays, un vote, imaginez que tous les pays de l'espace francophone participent à la normalisation. Ça nous fait un levier très important. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le site web du Réseau Normalisation et Francophonie ainsi que nos différentes plateformes sur LinkedIn, Facebook, etc. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, comme les autres rencontres, est diffusée en Facebook Live et en LinkedIn Live. Je vous invite à nous dire d'où vous venez en inscrivant au bas de l'écran, en mettant votre nom et votre pays. La francophonie, c'est vaste et c'est large. On aime bien savoir d'où vous venez. Et je vous rappelle que les rencontres en hommes sont également en rediffusion sur nos différentes plateformes après. Alors voilà, assez de blabla. Pour ma dernière rencontre en hommes de la saison, j'ai vraiment décidé de me faire plaisir. Et je vais vous dire tout de suite que mon jupon dépasse parce que c'est une organisation et un projet que je connais très, très, très bien parce que je suis la présidente du conseil d'administration de la Coop EFA. Alors, je vous dis souvent que le réseau de normalisation et francophonie, c'est mon carburant, mais là, vous allez découvrir que j'ai 2 carburants dans la vie. Pas très, très bien pour... ne vous en faites pas, ce ne sont pas des carburants qui émettent des gaz à effet de serre, mais mon 2e carburant dans la vie, c'est de travailler au quotidien avec la Coop EFA. Et j'invite tout de suite à ce moment à nous rejoindre Charles-Hugo Maziad, directeur général de la Coop EFA, et Vincent Viricel, qui est le directeur carbone scolaire France à la Fédération Léo Lagrange. Messieurs, bienvenue aux rencontres hors normes. Merci, bonjour. Merci Marie-Claude, bonjour tout le monde. Alors, vous avez Charles Hugo qui est au Québec et Paul qui est en France. Alors, quelle heure il est en France présentement? 18h37. 18h37. Alors, messieurs, comme on se connaît bien, on se tutoie. Ça vous convient? Oui? Yes. Excellent. Puis vous excuserez ma petite toux. C'est le printemps ici au Québec et j'ai des allergies au pollen. Désolée. Alors, n'oubliez pas... Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, non seulement indiquez votre nom au bas de l'écran, je vois qu'on a plusieurs participants, mais aussi indiquez-nous nos questions à vos invités. On va y répondre en direct. Alors, messieurs, Coop EFA, projet carbone scolaire, dites-moi tout. Commençons par toi, Charles Hugo. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la mission de votre coopérative?
Certainement. Avant tout, vous remercier. Merci Marie-Claude de l'invitation. Puis je suis très heureux de partager cette table-là aussi avec Paul. Donc, la coop FA, très simplement, on va essayer de faire ça simple. On a une mission d'offrir des projets positifs, créatifs et ludiques sur l'éco-responsabilité auprès des écoles avant tout. Donc, c'est de cette nature-là des projets positifs, créatifs et ludiques aux écoles, mais qui s'est élargie. Notre mission s'est élargie maintenant, qui rejoint aussi les citoyens, les organisations pour leur donner le goût de faire autrement, de passer à l'action. Le FA dans coop veut dire justement faire autrement. Donc, notre coopérative est située à Lévis. Puis nos actions se réalisent quand même à la grandeur du Québec, de la province du Québec, et maintenant en France. Puis on mène aussi quelques projets à l'international. Donc, fondé en 2007, maintenant notre projet majeur, et depuis maintenant quasiment 8 ans, c'est Carbone scolaire, ce projet qu'on va parler aujourd'hui. Allons-y droit au fait. Carbone scolaire, qu'est-ce que c'est le projet Carbone scolaire? Puis est-ce que tu peux nous expliquer là, simplement, qu'est-ce que c'est un crédit carbone éducatif? Good. Je me lance, puis si c'est pas assez simple, tu n'hésites pas. On ravise. Oublie pas de regarder la caméra 2. Oui, caméra 2. J'ai le plaisir d'avoir 2 caméras. C'est pas vrai. Carbone scolaire, Carbone scolaire a 2 grands volets. Donc, Carbone scolaire, son premier, sa racine, c'est le volet éducatif, c'est le volet Je m'engage. Donc, le volet Je m'engage, il est toujours le même. Il consiste en un programme éducatif de 5 ateliers de 2 heures chacun, qu'on va faire sur quand même une longue période, donc d'environ 3 à 5 mois dans les écoles primaires au Québec auprès des jeunes de 9-12 ans. Ces ateliers-là, en fin de compte, vont nous permettre avec les jeunes d'aborder les changements climatiques, l'éco-responsabilité sous une approche analyse cycle de vie. C'est un peu un grand terme, mais ça veut dire de passer de la fabrication jusqu'à la fin de vie. Ils sont où les gaz à effet de serre? Et là, je vous parle de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est que dans le programme éducatif, nos jeunes, en fin de compte, vont être invités à réaliser des missions à la maison, des engagements éco-responsables qui vont permettre de réduire justement leurs émissions carbone. Donc, avant tout, on veut les féliciter pour des engagements qu'ils font déjà, parce qu'on n'a pas tendance à féliciter souvent. Mais en plus, s'ils décident d'en prendre des nouveaux engagements, bien, on va être capable de quantifier les émissions carbone qui vont être réduites. Et ces émissions-là réduites, vu qu'elles sont quantifiées, on va arriver à des tonnes de gaz à effet de serre évitées. Et chaque tonne de gaz à effet de serre évité va représenter un crédit carbone éducatif, qui est notre thème d'aujourd'hui. Donc, en fin de compte, Carbone scolaire nous permet de créer des crédits carbone éducatifs. Puis notre deuxième volet entre en jeu à ce moment-là. On peut donc offrir aux citoyens, aux organisations puis aux événements de compenser leur gaz à effet de serre par l'achat de ces crédits carbone éducatifs. Et pour ces organisations-là, l'avantage et les citoyens, c'est d'être dans une démarche de réduction carbone parce qu'ils cherchent souvent à réduire en premier, puis après ça, de les compenser, les émissions qui leur restent pour être, disons, atténuer leur empreinte carbone, mais aussi financer donc le programme éducatif, le volet Je m'engage. Donc, c'est cette boucle dans Carbone scolaire qui est super importante par les 2 grands volets. Donc, je m'engage, je compense. Je m'engage, c'est qu'on contamine les jeunes, on les sensibilise de façon ludique sans les culpabiliser sur comment ils peuvent avoir une action, un petit geste, les gestes qu'ils peuvent faire dans leur environnement de vie pour qu'ils deviennent des meilleurs citoyens et des meilleurs consommateurs et qu'ils évitent les gaz à effet de serre. Et vous avez pris moyen dans Je compense de comptabiliser ces gaz à effet de serre-là pour en faire des crédits carbone éducatifs. Carboneutralité? Non. En fait, Carbone scolaire, justement, comme c'est dans une démarche, tantôt on va rentrer un peu dans les questions, mais comme c'est dans une démarche volontaire, puis c'est une démarche qui était très novatrice dans son approche, qu'on mesure la réduction carbone par l'engagement. Donc, suite aux évaluations qu'on a menées avec les experts, nos crédits carbone éducatifs ne permettent pas la carboneutralité, mais toutefois peuvent très bien s'insérer dans une démarche de compensation volontaire parce qu'on arrive à des tonnes évitées, puis on a vraiment un mécanisme rigoureux qui nous permet de donner confiance. Tantôt, on va vous le présenter. Puis, si je peux me permettre, Marie-Claude, quand même quelques chiffres. Je peux toujours te permettre. Ah, magnifique. Quand même quelques chiffres parce que c'est un peu, on sait, les changements climatiques, les gaz à effet de serre, c'est difficile, c'est pas concret. La compréhension, nous, ça fait 12 ans qu'on est là-dedans, puis encore, j'en apprends tous les jours, puis des fois, le vulgariser. Mais peut-être juste vous partager nos chiffres au Québec, puis Paul, tantôt, tu auras l'occasion sûrement de dire un peu en France ce qui se produit. Mais on a quand même vu 286 écoles différentes au Québec depuis le début. Donc, on a lancé Carbone scolaire dans Chaudière-Appalaches, donc si vous connaissez, dans ce centre du Québec, disons ça comme ça, qui a eu 5 classes au début en 2010. Puis cette année, on est rendu à 500 classes participantes à travers le Québec. Donc, on a vraiment déployé, ce qui nous fait un 286 écoles différentes qui ont participé au projet.
Puis, on va avoir touché plus de 1100 classes. Donc, 1100 classes, c'est 25 000 jeunes qui ont eu le programme, des 5 ateliers, des 10 heures d'enseignement sur plusieurs mois, avec qui on a créé une relation sociale avant tout. Puis qu'après ça, on les a amenés à voir leurs habitudes. Puis justement, leurs habitudes, ben, on parle de 54 000 nouvelles habitudes de vie éco-responsables qui ont été prises. Donc, nous, notre but avec Carbone scolaire, c'est de valoriser le petit geste. Puis quand on a 54 000 petites habitudes de vie prises, ben, déjà là, on vient, je pense, de montrer que chacun pouvait faire sa part. Puis là, maintenant, je vais vous le mettre en tonnes. Oui, donc, ces vas-y. 54 000 habitudes de vie-là ont donné jusqu'à présent 99 000, donc près de 100 000 tonnes de gaz à effet de serre qui va être évité. Puis, ben, encore une 100 fois, 000 tonnes de gaz à effet de serre évité, ça représente quoi, ça? Ben, une petite idée, il y en aurait plusieurs illustrations. On parlerait peut-être de retirer 25 000 voitures de la route qui font chacune 15 000 km. Donc, tu sais, mettons, j'ai pris une moyenne, là, qu'on fait peut-être 15 000 km par année en voiture. Maintenant, on en fait sûrement moins que la pandémie. Mais bon, mettons qu'on parle de 15 000, mais c'est quand même 25 000 voitures qu'on a retirées de la route qui auraient fait ce chemin-là. Puis ça, c'est grâce à des gestes qui valent des fois 15 kg, des fois 25, mais qu'on répète sur plusieurs années. Donc, qu'on ancre dans nos habitudes de vie. C'est là que la force de nos petits gestes devient porteuse. C'est quand on ne le fait pas juste une fois, mais qu'on le fait sur une année, sur plusieurs années, puis que là, on est capable d'obtenir des résultats significatifs comme ça. Je suis encore toujours aussi impressionnée. Dans ces chiffres-là, on n'a pas cette année, on est aux 500 classes. Donc, je vous ai partagé les résultats là, jusque de 2010 à 2021. Cette année, on est vraiment sur une belle expansion, surtout avec la France qui maintenant prend part à ce chantier avec nous. Puis juste pour vous dire, là, ceux qui suivent, qui sont des abonnés là, des rencontres hors normes, il y a 2 rencontres, je l'ai fait au Sénégal, ma rencontre, et puis j'ai dû prendre l'avion, évidemment, pour m'y rendre, et j'ai acheté des crédits carbone éducatifs. Je suis allée sur le calculateur de la coop, j'ai entré ma destination et j'ai pu compenser mon empreinte carbone que là, je ne pouvais pas compenser autrement. Alors, Paul Viricel, écoute, on t'a gardé pour le dessert là, dans cette belle présentation-là. J'aimerais que tu m'expliques un peu, mais d'abord, c'est qui Léo Lagrange? C'est pas tout le monde qui connaît Léo Lagrange, mais que vous êtes vraiment une organisation avec une notoriété là, certaine. Mais aussi, pourquoi la France s'est intéressée à ce projet? Merci Marie-Claude, bonjour tout le monde et merci de l'invitation à participer à cette rencontre hors norme. Donc Fédération Léo Lagrange, pour faire vite, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a 70 ans en France, donc qui a déjà pignon sur rue. Mouvement d'éducation populaire qui s'occupe depuis le début de l'enfance et de la jeunesse, donc du champ socio-éducatif, qui couvre l'ensemble du territoire, qui a aussi des activités à l'international. Je vois qu'il y a beaucoup de collègues dans les personnes qui sont inscrits, qui sont dans les pays francophones africains. La fédération Léo Lagrange a 10 fédérations dans les dans les pays africains subsahariens et d'Afrique centrale. Par exemple, des programmes au Moyen-Orient, au Kurdistan, d'Irak, voilà. Et c'est un assez gros mouvement employeur puisqu'il y a plus de 6600 salariés et sur les champs de la petite enfance, l'enfance, des loisirs éducatifs, voilà, de la prévention et de la formation et de l'insertion professionnelle. Le programme Carbone scolaire fait partie, j'allais dire, contrairement à COPFA, où j'allais dire que c'est un petit peu le centre de l'activité de COPFA. L'éducation à l'environnement est plutôt à la Fédération Léo Lagrange quelque chose qui est venu nourrir un petit peu l'aboutissement de réflexion autour du besoin, de la prise de conscience, d'avoir quelque chose, un programme en direction des enfants et de la jeunesse sur cette thématique-là. Les administrateurs, le dernier congrès avait spécifié ça et c'est à ce moment-là que qu'on a croisé, qu'on s'est croisé avec COPFA. Magnifique congrès d'ailleurs. Ouais, c'est ça, que la rencontre a été porteuse d'espoir
Et aujourd'hui, j'allais dire 2 ans après, presque 3 ans après, en tout cas, nous, on est très fiers de construire ensemble, entre autres avec Charles Hugo, mais nos équipes respectives, ce partenariat pour faire en sorte que Carbone scolaire et les crédits carbone éducatifs qui en découlent aient vu le jour maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, en France actuellement, et permettent effectivement à ce programme de rayonner. Et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur l'intérêt que nous portons effectivement à ce programme. Donc, si on comprend bien, vous avez choisi le projet Carbone scolaire pour l'intégrer dans le volet d'éducation relatif à l'environnement chez Léo Lagrange. 6600 employés. Charles Hugo, chez nous à la coop, on est combien? 18. Oui! Vous n'avez pas eu peur de vous faire avaler par nos amis français? Ben non, parce que ça a tellement été... faut le dire, hein, on est 2 entreprises d'économie sociale. Donc, sous la forme coopérative pour nous, sous la forme associative pour la fédération. Je ne sais pas si je le dis bien, Paul, tu peux me reprendre. Mais c'est ça. Puis, on a tout de suite senti, toutes nos rencontres se font sur une base humaine, de relations de confiance avec des échanges. Puis, ça a été même posé, ces éléments-là que tu nous partages, Marie-Claude, par rapport à l'ampleur de nos organisations. Puis, voilà, on a bien réussi à se faire confiance et à avancer. Ça fait combien de temps qu'on est mariés ensemble? Je parle au 11, je suis tellement impliquée dans la coopérative. Combien? C'était 2019 la rencontre officielle et 2020 la signature de la convention, printemps 2020. Ouais, donc voilà, 2 ans, ça fait plus de 2 ans déjà, en tout cas que c'est contractualisé. Pour nous, ce qui était vraiment, ce qui était passionnant au-delà de la rencontre et des personnes, pour nous, c'était le fait de collaborer autour d'un projet qui avait été pensé, expérimenté et déjà plus qu'expérimenté puisqu'il fonctionnait au Québec, et de ne pas partir de rien. On a vraiment, pour le coup, on aurait pu, on a des équipes qui travaillent sur le champ pédagogique et éducatif, on aurait pu travailler aussi avec d'autres partenaires ici en France ou ailleurs, mais l'innovation, l'approche qui est celle de COPFA sur le programme Carbone scolaire, la place aussi qu'ils ont bien voulu nous laisser dans la façon de co-construire ensuite le transfert, les adaptations, l'évolution du programme, fait vraiment qu'on a scellé un vrai partenariat. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, comme tu le disais Marie-Claude. Il n'y a jamais eu une volonté de récupérer quoi que ce soit. On est vraiment dans la co-construction, et on y est encore parce que c'est vraiment un programme qui évolue tous les jours, et on a des équipes qui travaillent justement pour faire évoluer ce programme pour qu'il soit toujours en phase et adapté. Et l'approche qui était celle de COPFA était vraiment très intéressante. Il y a d'autres programmes qui existent en France. Ça nous a permis vraiment de le valoriser auprès de l'éducation nationale, auprès du ministère de la Transition écologique, de l'ADEME en France. Vous avez réussi à intéresser l'ADEME avec le projet? Oui, on est en plein dedans aujourd'hui, puisque ce projet-là, grâce à tout ce travail scientifique, parce que l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, la première chose qu'ils ont regardé, c'était effectivement le sérieux, l'éducation nationale, on va dire, le sérieux de la pédagogie employée, comme quoi elle doit bien être complémentaire et inclus dans les savoirs diffusés pour les enfants de 9 à 12 ans dans le cadre des programmes scolaires, et que ce soit une pédagogie qui puisse être complémentaire de celle de l'approche que peuvent avoir les enseignants. Et pour l'ADEME, c'était que l'approche scientifique soit vérifiée et prouvée. Et tout ce travail-là a été fait, et ça nous a mené à être lauréat du contrat Impact, qui est un concours ou un appel à projet lancé par le ministère de la Transition écologique via l'ADEME. Et on est
en finalisation de notre contractualisation pour 4 ans, où ce contrat va nous permettre un changement d'échelle, j'allais dire, pour déployer le programme sur tout le territoire métropolitain. Aujourd'hui, on n'a pas le même recul puisque on a commencé il y a 2 ans le travail en direction des écoles. La première année, on a fait 94 écoles. On était en pleine pandémie, comme de partout, j'allais dire. Cette année scolaire qui se termine dans un mois, on va être autour de 130, 140 écoles. Donc, on aura fait un tiers de plus. Et notre volonté, avec le contrat Impact, c'est d'arriver sur les 4 années à venir, d'être à 400, puis 500, puis 600 vitesses de croisière, classe par année scolaire. Et ils nous soutiennent, ils nous accompagnent dans ce changement d'échelle. Donc, c'est une vraie reconnaissance et c'est pour nous aussi un vrai challenge en termes de structuration, d'organisation, d'encadrement de tous ces ateliers sur l'ensemble du territoire. Et bravo, bravo. Donc, décidément, le projet intéresse la France et vous êtes en voie d'en faire une réussite aussi. Avez-vous des grands noms qui s'associent à votre projet? Alors, aujourd'hui, avant, j'allais dire, cette contractualisation, et avant, Charles Hugo disait tout à l'heure que le cheminement des 2 volets entre je m'engage, j'agis donc et je compense ou je contribue, le deuxième volet. Aujourd'hui, en France, on n'en est qu'au premier, puisque c'est au terme d'un cycle complet, d'un certain nombre de validations que des gaz à effet de serre peuvent être transigés, transformés en crédit carbone éducatif. Nous, aujourd'hui, on n'en avait pas en stock, j'allais dire. Donc, on a travaillé plutôt avec soit des collectivités locales, des mairies, tout simplement, qui étaient intéressées pour déployer ce programme-là dans le cadre des écoles élémentaires, CM1, CM2, ça correspond à ce cycle-là en France, ou alors des fondations et des entreprises. Et aujourd'hui, on a une dizaine de fondations qui nous ont vraiment beaucoup aidés, qui nous ont permis de lancer le programme en France. Fondation, pour en citer quelques-unes, la Fondation EDF, la Fondation Air France, Fondation du groupe Eiffage, la Fondation OL de l'Olympique Lyonnais, un club de sport, la fondation qui suit la chanteuse Zaz, par exemple, qui compense les gaz à effet de serre émis dans le cadre de sa tournée. On a vraiment comme ça des partenaires un petit peu différents au fil des rencontres et au gré des rencontres qui se sont associés à ce projet. Et heureusement, parce que ça nous a permis de commencer à le montrer, à le faire découvrir et aujourd'hui, et à communiquer, bien sûr, dessus. Et il y a de plus en plus d'intérêt. Et vraiment, le contrat Impact va vraiment, du coup, nous permettre de changer d'échelle. 600 classes, c'est loin d'être classe à l'échelle de la France, mais malgré tout, en termes d'organisation, c'est un vrai challenge pour les années à venir. Mais bon, ça va, on est partir la roue. On est prêt à le relever. Excellent. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous pouvez inscrire vos questions dans le chat et puis on va les modérer et y répondre. Charles Hugo, comme tu vois, il y a des gens d'un peu partout à travers notre belle francophonie qui nous écoutent. Projet exportable ailleurs en France? Certainement. C'est notre volonté depuis, je pense quand même depuis un peu les débuts d'une planification stratégique en 2012 à la Coop FA, quand on a vu qu'on avait un projet qui était porteur de sens. On s'est d'abord affairé à développer une structure pour le déployer au Québec. Puis je m'en voudrais de ne pas souligner qu'au Québec, on travaille avec 26 organismes qu'on appelle de formation accrédités, qui sont avec nous, qui sont des partenaires main dans la main pour déployer le programme éducatif sur leur territoire ciblé. Donc, ça nous fait un réseau de 75 agents avec une vingtaine, trentaine de coordonnateurs. Donc, c'est vraiment je trouve que c'est une autre belle façon encore de mettre de l'avant l'économie sociale et le travail collaboratif entre organismes au Québec. Une fois ça fait,
ben, dès 2015-2016, quand le mécanisme était conçu, on a commencé à participer à des événements internationaux pour mettre de l'avant le mécanisme qu'on avait fait, dont beaucoup d'événements à Paris dans les années 2015. Puis depuis ce temps-là, bien, on réfléchit et on développe la mécanique pour être capable de l'exporter sur d'autres territoires. Le but, c'est d'interconnecter des jeunes d'un peu partout dans le monde. On ne veut pas se péter les bretelles avec un projet là, comme à toute ampleur, mais l'idée quand même, c'est de se dire que les changements climatiques, l'environnement, ça n'a pas de frontières. Puis c'est le temps justement de le prouver par un projet qui est capable de mettre en connexion des jeunes. On le sait comment ils sont ouverts sur le monde à cet âge-là, comment ils ont le goût de découvrir. Donc, d'utiliser cette curiosité, cette motivation qu'ils ont pour les connecter avec d'autres jeunes d'ailleurs dans le monde. Donc, l'idée, c'est qu'on le fait en premier lieu avec la France, une organisation assez importante pour être capable de l'opérer. Puis, ben, on voit quand même que c'est costaud, là, on ne se le cachera pas avec Paul. Hein, ça demande beaucoup d'analyse et de travail, mais on est convaincu que par la suite, une fois qu'on aura les bonnes structures, les bons outils, on sera capable, par l'outil numérique aussi. Donc, il y a un outil numérique dans le projet qui est super important pour créer les ponts. Donc, voilà qu'on sera capable de l'étendre dans d'autres pays, autant francophones, mais peut-être aussi dans d'autres langues. Donc, c'est notre volonté, puis je pense que ça ferait énormément de sens d'y arriver dans les 3-4 prochaines années. Pour les gens qui nous écoutent, qui auraient des questions à poser, qui sont intéressés, ils vont sur le site Carbone Scolaire. On tape Carbone Scolaire dans Google et puis on va trouver les informations qui contacter. On a une question. Alors, est-ce que vous prévoyez d'exporter ce projet dans les pays francophones africains? Ben Paul, aussi, je te laisse rebondir si tu me permets de... C'est lui qui a l'exclusivité, Paul, sur la France. Non, on n'a aucune exclusivité. On a effectivement, en tout cas, l'éducation à l'environnement et les projets environnementaux. J'étais à Dakar il n'y a pas très longtemps, à Abidjan il y a quelques mois en arrière. Aujourd'hui, les fédérations Léo Lagrange dans chacun de ces pays ont beaucoup de projets qui tournent, et c'est bien compréhensible, autour de l'éducation à l'environnement, autour de l'environnement. Et on les soutient et on accompagne et on partage les savoirs et on renforce les compétences. On fait tout ce travail-là. Ils sont tous au courant et informés du programme Carbone Scolaire. La difficulté qu'il y a, c'est que pour que le programme puisse exister en tant que tel et puisse aller, comme on le dit, sur les deux volets, le volet, j'allais dire, éducatif et le volet de transformation des gaz à effet de serre en crédit carbone éducatif, qu'il puisse rentrer dans un cercle vertueux qui puisse refinancer par la suite. Ça veut dire que, comme nous on l'a fait pour transporter le programme du Québec en France, il faut réadapter tous les outils, tous les supports pour qu'ils soient adaptés au pays et aux réalités du pays dans lequel va se faire ce transfert. Donc, tout est possible, mais du coup, ça demande un peu de temps, des équipes mobilisées et puis des apports financiers. Qui permettent, comme je l'expliquais tout à l'heure pour la France, de lancer la machine au départ pour pouvoir montrer l'intérêt, démontrer l'intérêt et intéresser par la suite des partenaires financiers. Mais oui, bien sûr que c'est... Oui, mais avec du travail et un peu d'argent. Écoute, je pense que c'est tellement un beau projet qui fait, moi je dis souvent que c'est un projet qui fait pousser les éco-citoyens, qui nous permet de former des jeunes qui vont être critiques et qui vont avoir un esprit focalisé sur l'environnement et les changements climatiques dans un contexte où c'est vraiment criant de s'y associer. Alors moi, j'ai envie de dire, on lance un appel dans l'univers, Organisation internationale de la francophonie, Institut de la francophonie pour le développement durable, appelez-nous, on a un projet pour vous, on est capable de faire de nos éco-citoyens des réels porteurs, acteurs de changement dans nos sociétés, dans tous nos pays de l'espace francophone. C'est lancé. On a une autre question? Merci pour votre travail. J'aimerais savoir si les crédits carbone éducatifs sont accessibles aux particuliers. Ah, Charles, c'est une question pour toi.
Ben oui, en fin de compte, au Québec, si vous allez sur la plateforme web, vous allez voir qu'il y a Québec-France, donc il y a comme on peut se promener entre Québec et la France. Donc au Québec, oui, ils sont accessibles aux particuliers, c'est l'objectif. En fait, on veut absolument que les citoyens euh, fassent cet exercice d'identification un peu de leur bilan carbone, où sont leurs émissions carbone, identifier à la réduction, mais aussi puissent les compenser. Donc oui, sur notre plateforme web, vous allez pouvoir faire l'achat des crédits carbone éducatifs. Nous, au Québec, on les vend 26,09 $ plus taxes. Et donc, ils permettent de, en fin de compte, financer le programme éducatif. Donc, il y a une obligation de notre côté, dans nos règles et procédures, de retourner cet argent-là pour générer des nouveaux crédits carbone éducatifs, justement, donc de nouvelles tonnes évitées. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme web. D'autres éco-citoyens. Exactement. Et du côté peut-être français, vous allez plutôt retrouver un module de dons. Donc, pour l'instant, étant donné que les tonnes de gaz à effet de serre évitées, puis tout le mécanisme est en analyse, on prend le temps de bien l'asseoir. Pour l'instant, vous pouvez contribuer de façon par des dons à la Fédération des Granges pour offrir le programme. Puis, peu importe la formule prise, en gros, vous savez que vous contribuez concrètement à mettre en œuvre un programme éducatif sur le territoire français. Donc, les deux alternatives se prêtent à vous, là. Et juste en complément de ce que tu dis, je parlais tout à l'heure du contrat impact. Ce qui a intéressé aussi l'ADEME et les partenaires dans ce contrat-là, c'est effectivement que sur les 4 ans, afin de pérenniser bien sûr le programme et donner une valeur au crédit carbone éducatif, justement ce qu'on disait tout à l'heure, pas dans une logique de carboneutralité, mais bien de démarche dans une forme de marché carbone volontaire, c'est d'essayer de trouver est-ce que c'est un label bas carbone, quel serait le bon véhicule pour les crédits carbone éducatifs en France, parce que il y a un système de dons et de défiscalisation en France qui aujourd'hui est plus attrayant pour une fondation et une entreprise que le crédit carbone en tant que tel. Donc il faut qu'on trouve quel est le bon véhicule pour qu'il soit valorisé et qu'il ait un intérêt aussi financier pour une entreprise, pour lui donner une valeur, peut-être dans le cadre de sa RSE. C'est pour ça que ce travail autour de, je reprends ton introduction, Marie-Claude, sur la normalisation de la démarche et de l'aboutissement. Pour nous, c'est dans ces 4 ans, même moins de 4 ans, que ça doit se faire pour pouvoir ensuite avoir l'assurance d'un revenu via les crédits carbone éducatifs pour qu'ils permettent d'être réinjectés pour que de nouvelles classes puissent être encadrées et que d'autres enfants puissent être de nouveaux enquêteurs, puisque c'est le terme des enquêteurs, du programme, et puissent adopter des nouveaux comportements éco-responsables et surtout durables, parce que c'est vraiment ce qui est l'intérêt de ce programme-là, c'est de rentrer d'abord d'être sensibilisé, de comprendre et de connaître, mais c'est ensuite de choisir de nouveaux comportements éco-responsables, de s'engager, mais de s'engager dans la durée et d'embarquer avec soi sa famille, ses grands-parents, ses voisins, le maximum de personnes pour que l'impact soit le plus large possible. Puis ce qui m'amène justement à ma question sur la normalisation, parce que d'entrée de jeu, je vous ai dit que c'était le moyen pour voir comment la normalisation avait pu aider votre projet. Charles-Hugo, Carbone scolaire, c'est vraiment un projet tout à fait novateur et unique qui est sorti de votre boîte à idées à plusieurs personnes de la coopérative. Vous avez monté ce projet-là de A à Z, le volet « Je m'engage » avec le volet éducatif et le volet « Je compense » avec le volet de compensation carbone avec les crédits symboliques. Comment la normalisation, un système qualité, des règles et procédures vous a permis justement de faire croître votre projet puis vos ambitions et vos rêves? L'histoire est belle et longue, puis il y aurait vraiment beaucoup de gens à remercier. Donc, c'est bien fait de mentionner combien il y a de personnes qui ont contribué, parce que oui, dans la coop, mais il y a beaucoup aussi d'experts et de gens consultés. Donc, tout ça émerge d'une réflexion stratégique faite par des membres fondateurs de la coopérative avant 2010. De 2010 à 2012, on a créé le modèle, plutôt le volet éducatif. De 2012 à 2014, on a fait des recherches avec plein d'experts sur le volet de
comment nous pourrions en faire une alternative de compensation carbone. Et c'est là qu'on a décidé de travailler officiellement avec nos méthodes mises en place, qui sont celles de quantifier les émissions de gaz à effet de serre liées à des nouveaux engagements, de vérifier l'engagement à l'aide d'analyses de changement de comportement et d'en faire une vérification annuelle avec un cabinet comptable pour attester que pas que l'engagement, mais que l'ensemble de notre projet était bien réalisé. Et c'est là, justement, qu'à travers certains experts consultés, il est apparu l'importance d'en poser une base solide, des règles et procédures, parce qu'il n'y avait pas d'autres standards connus. En tout cas, à notre connaissance, encore aujourd'hui, il n'y avait pas d'autres initiatives dans le champ qu'on fait là, dans l'éducation, qui assure un présentiel, un atelier consistant sur un long terme et une alternative de compensation carbone. Donc, nos règles et procédures ont été écrites avec des experts et c'est devenu un peu notre livre de recettes. C'est un livre de recettes consistant qui oblige… C'est vrai, ça, Paul, que c'est consistant? Oui. Je ne peux pas aller contre. C'est du lourd. Oui, c'est du lourd. Mais en même temps, ça donne toute la confiance, la crédibilité puis la rigueur pour que les gens qui choisissent notre alternative soient fiers de le faire. Puis, en fin de compte, permettre d'aller au-delà de la mention de la carboneutralité qui est recherchée par certaines organisations, qui est parfaite, mais de donner quand même aussi ce volet important aujourd'hui qui est cette transition écologique qu'il faut opérer, d'accélération, de réduction à la source, d'esprit critique de nos jeunes, puis que ça nécessite, en fin de compte, un engagement financier. Puis d'ailleurs, on a énormément de partenaires qu'on devrait remercier, dont le gouvernement du Québec, Desjardins, il y en a des municipalités, des dizaines. CGI, le centre de tri, des centres de tri, Société Via. Écoutez, on en a 75, Ville de Lévis. Donc, c'est important, ces partenaires-là, ils ont été à la source de la création, continuent d'être là. Puis pourquoi ils sont là? C'est parce que c'est la rigueur des chiffres qu'on en sort. Donc, certains viennent chercher la tonnivité qu'on a bien quantifiée. Certains vont venir plutôt chercher les mêmes données, mais par le don et commandite ou l'offre. Mais ce qu'il faut dire, c'est tout le livre de recettes qu'on a mis en place. Puis ça, c'est venu justement, on s'est inspiré des pratiques de normalisation pour mettre en place, nous, un mécanisme à l'interne qui actuellement est en processus de révision, justement. Ça fait une dizaine d'années que tout ça a été pas mal conçu, développé. Donc, on est pas mal sur la version 2.0 actuellement avec 4 comités d'experts en place, en plus d'une équipe chez nous qui a grandi. On était 2-3 dans le temps, puis on est rendu 18. Donc là, il y a des responsables qui mènent actuellement des beaux et gros chantiers de révision, dont avec la France. Donc, voilà, ça a été une base solide. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question, puis on l'a dit tout à l'heure, tu viens de dire 18 employés, 6600 employés. On voit que vous êtes 2 organisations de tailles différentes avec un même rêve et but commun. Mais est-ce que vous êtes capable, et la question s'adresse à vous deux, à la fois Charles-Hugo et Paul, de dire que la mise en place de votre normalisation, de votre structure puis de vos processus vous a aidé à étendre votre partenariat des deux côtés de l'océan? Je veux bien répondre en premier. Ce que je disais. Oui, c'est toi qui as reçu, en fait, Paul. le lourd. En fait, nous, on a été des espèces de vampires ou on est venu une fois que beaucoup du travail justement autour des règles, des procédures, des normes avait déjà été réfléchi, pensé par l'équipe de COPFA. Et c'est pour ça aussi qu'on a construit ce partenariat, c'était pour ne pas partir de rien et gagner du temps et en efficacité. Et après, on a effectivement repris et co-construit, mais ce partenariat, il est aussi né parce que au-delà de l'originalité et de la qualité du programme, c'est parce qu'il avait été élaboré, expérimenté, déjà en diffusion à l'échelle du Québec, et que c'était toutes des étapes qui nous faisaient gagner beaucoup de temps, et peut-être même, c'est pas qu'une histoire de temps, c'est parce que Léo Lagrange est plus une fédération d'éducation populaire, généraliste, j'allais dire, et pas une association spécialisée dans l'éducation à l'environnement. Donc, voilà. on a pris aussi l'expertise de COPFA, comme on peut parfois aller chercher des experts dans tel ou tel autre domaine dans le champ socio-éducatif. Et c'est aussi cette expertise-là, en plus des personnes, parce que ça compte beaucoup dans un partenariat,
les relations interpersonnelles, qui ont fait que, je le dis vraiment, c'est aujourd'hui une vraie réussite, ce que l'on a réussi à faire en un peu plus de 2 ans, dans les conditions qui n'étaient quand même pas optimum avec la période de pandémie qu'on est encore en train de traverser. Donc, ça a été aidant. En plus, dans une situation de pandémie, ça vous a permis de quand même continuer à travailler et vous déployer, même si Bien sûr. les conditions Bien sûr. étaient. Je pense qu'on doit lever notre chapeau, par exemple, à Paul et à toute leur équipe pour l'engagement et l'engouement avec toute cette base que nous avions quand même en pandémie d'avoir réussi à apporter. Donc, je tiens, comme je le fais souvent, mais ici à le souligner, bravo Paul et à toute votre équipe qui est arrivé à une implantation. Je suis d'accord, c'est contagieux, c'est contagieux. Écoutez, messieurs, on arrive déjà à la fin de notre entrevue. Comme je le fais toujours avec tous mes invités, je vous demande quel est votre mot préféré de la langue française. On va commencer par Charles. Hugo. Ben, j'en ai 2. J'ai Paul. Non, je me suis dit que j'allais le faire. Mais pour vrai, c'est l'humain. Non, il ne m'a pas dit chat non plus pour ceux qui connaîtront l'histoire, mais l'humain. Humain? Tout ce que je fais, c'est pour l'humain. J'y crois, tout son potentiel. Le potentiel humain est fort. Puis Carbone Scolaire, je crois qu'il contribue à sa petite façon. Mais l'humain, c'est beau. Puis, pour te connaître personnellement, c'est tellement vrai. Et ça va presque me mettre les larmes aux yeux parce qu'effectivement, t'es un humain, t'as une importance incommensurable pour les humains. Ça se sent, puis c'est pour ça qu'on a envie de travailler avec toi, Charles-Hugo Maziad. Je souscris. Oui, tu souscris, oui. Et c'est pas mon mot préféré. Hein. et Paul? Moi, comme ça, je dirais le sourire. Le sourire, oui. Je trouve que c'est quelque chose qui facilite énormément de choses dans les relations. C'est quelque chose qui parle de lui-même. C'est quelque chose qui coûte rien et qui fait plaisir. Enfin voilà, il y a des tas de raisons pour et je dois dire, puis là, malheureusement, tu vas prendre ta retraite, on va devoir se séparer, mais je suis certaine que tu vas rester de cœur avec nous. Mais c'est vrai que ton sourire est contagieux, que votre sourire à la Fédération Léo Lagrange, Charles pourra en témoigner, quand on est allé là, on a tout de suite on faisait partie de la famille, c'était chummy, et voilà, comment on change le monde avec le sourire. Vraiment. C'est vrai. Messieurs, merci. Ça a été ma plus longue entrevue, rencontre hors norme. J'ai été très bavarde. C'est de la faute à Paul. C'est ma faute aussi. Je suis vraiment très investie dans ce projet-là. Merci d'être là. Merci d'être dans nos vies. Merci de vouloir changer le monde. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à toi, Marc-Claude. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, messieurs. Alors voilà, encore une belle rencontre avec la Fédération Léo Lagrange et Coop-EFA. Je trouve que c'est un bel exemple. Souvent, on dit la normalisation, c'est juste pour les grandes entreprises. Ici, on a un bel exemple où une entreprise qui avait un projet tout à fait original a décidé de documenter, de normaliser son processus pour en faire des règles et procédures rigoureuses, a permis d'intéresser un beaucoup plus grand que lui à son projet et a aussi permis d'intéresser plusieurs bailleurs de fonds. Et d'ailleurs, Paul le dit lui-même quand il parlait de l'ADEME. L'ADEME, tout de suite, ce qu'elle a vu, c'était la rigueur du processus scientifique. Et derrière tout ça, sachez que c'est de la réflexion, c'est de l'huile de coude, c'est beaucoup de travail, par exemple. Les deux nous l'ont dit. C'est beaucoup de travail, mais c'est à notre portée. Il suffit juste de bien documenter, faire adéquatement ce qu'on veut faire et de l'écrire. Alors, voilà, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été là. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine rencontre hors norme, la saison automnale. N'oubliez pas de nous réécouter en rediffusion. Ça nous fait toujours plaisir de voir les chiffres de visionnement monter. Et je remercie encore une dernière fois, le gouvernement du Québec pour sa précieuse et généreuse contribution qui a rendu possible cette
troisième rencontre, saison des rencontres hors normes. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt pour la 4e saison.